je vais rapidement appeler Monsieur Guillaume Fayet, encore un chimiste. En 2010, il est devenu docteur de l'Université Paris 6 et sa thèse concernait le développement de méthodes prédictives des propriétés d'explosivité de substances chimiques à l'aide de méthodes de chimio-informatique et de chimie théorique. Et il a fait cette thèse à l'INERIS, où il est entré ensuite comme ingénieur d'études et de recherche. Je lui laisse vous montrer comment on peut utiliser ceci pour la maîtrise des risques industriels. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci également au comité d'organisation de m'avoir invité à faire cette présentation devant vous tous, et je vous remercie à tous de votre présence. Comme introduit, je travaille à l'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et je vais vous parler un peu aujourd'hui de ce que l'on fait et ce que l'on développe actuellement en termes de nouvelles approches méthodologiques et d'intelligence artificielle dans nos pratiques. Juste 2 mots d'introduction sur l'INERIS pour vous expliquer un peu dans quel cadre interviennent ces travaux. L'INERIS, comme je le disais, est un institut public sous la tutelle du ministère de l'Environnement, enfin en charge de l'environnement. Et donc notre métier, c'est de contribuer à la prévention des risques que peuvent induire les activités économiques pour l'homme, l'environnement et les biens. Et donc, comme vous le voyez sur la droite, on a un champ d'activité qui est relativement large, puisqu'on s'intéresse à tout type de risques qui peuvent être liés à ces activités économiques. Donc, on pense aux incendies, aux explosions, on a des accidents régulièrement, mais aussi ce qui concerne la toxicologie, l'écotoxicologie, avec l'impact des rejets industriels sur les milieux, ou encore ce qui se passe, par exemple, dans des carrières ou dans les cavités souterraines et l'impact de ces activités sur l'environnement autour de ces thèmes. Un autre thème est aussi la qualité de l'air, qui va au-delà de seulement les milieux aquatiques, par exemple, lorsqu'on parlait de rejets. Bien entendu, on s'intéresse à tout ce qui se passe au niveau de l'industrie et tous les types d'activités qu'on peut avoir. Et donc, naturellement, des champs d'activité de recherche qu'on a, c'est de s'intéresser à la sécurité de toutes les nouvelles technologies qui se développent, que ce soit dans un contexte de nouvelles énergies, mais aussi d'économie circulaire et d'exploitation post-industrielle des mines, par exemple, ou de l'exploitation des énergies fossiles. Donc on a une activité qui est de 3 ordres en fait. On a à la fois de l'appui à notre ministère de tutelle, donc pour l'accompagner dans la maîtrise des risques au sein des politiques publiques, mais également des activités de recherche pour obtenir des outils de bon niveau pour avoir les connaissances nécessaires qui nous permettent de réaliser cet appui, et également d'accompagner l'industrie vers des solutions de maîtrise des risques adaptées, et de sorte qu'on ait des procédés sûrs. Et donc on a aussi une activité directe vis-à-vis des industriels. Donc tout ça, on le fait avec du personnel ingénieur, doctorant pour du développement de recherche, ces choses-là, et énormément de laboratoires sur notre site de Verneuil en particulier, qui est à peu près à 60 km au nord de Paris. Et on a quelques implantations plus locales ailleurs en France, mais le cœur du site est principalement à Verneuil. Alors pour réaliser ce type d'études, on s'appuie sur notre expertise du monde industriel de par notre relation avec les industriels dans le cadre de notre appui, mais aussi dans le cadre de nos expertises, et bien entendu sur énormément d'installations qui vont avec des approches expérimentales depuis des laboratoires pour étudier l'infiniment petit avec une plateforme sur les nanomatériaux. On étudie également les réactions chimiques en laboratoire et les emballements thermiques, par exemple, associés à des réactions chimiques, jusqu'à une échelle, une grande échelle, avec une plateforme pyrotechnique où on réalise des explosions, une plateforme incendie pour tester des systèmes pris dans des incendies, par exemple, ou encore, dans ce qui concerne les milieux, on a des écosystèmes artificiels avec des mésocosmes pour reproduire l'impact que peuvent avoir des polluants sur les milieux, par exemple. En termes de nouvelles technologies, on s'adapte aussi avec nos appareillages expérimentaux. Vous avez par exemple l'expérience ici de la plateforme Steve qu'on a développée pour l'évaluation de la sécurité des batteries, dans lequel on réalise des essais abusifs pour voir l'effet que peuvent avoir des incidents qui interviennent sur ces nouveaux systèmes industriels. On a aussi énormément de moyens de modélisation, de la même manière avec différentes échelles. Alors vous aurez des exemples tout à l'heure de ce qu'on peut faire, par exemple, à l'échelle moléculaire pour prédire les dangers des substances,
comprendre leur réactivité, mais aussi des modélisations à plus grande échelle. Par exemple, on modélise des feux d'entrepôt, l'impact de phénomènes dangereux sur des structures, mais aussi à une échelle même géographique avec tout ce qu'on mène, tous les travaux qu'on mène sur la qualité de l'air avec sa modélisation. Et dans des cas particuliers, par exemple, la modélisation de dispersion des particules. Par exemple, ici, c'est le cas de l'incident de Notre-Dame, il y a quelques années, où on a modélisé la dispersion des particules de plomb dans le panache de l'incendie de Notre-Dame. On fait ça régulièrement dans le cadre notamment d'analyse d'accidents en temps réel qu'on peut avoir. Alors, comment va intervenir en fait ces approches dans nos outils? Vraiment, l'idée, c'est d'avoir des outils complémentaires aux outils qu'on a jusqu'à présent, pour soit les compléter eux-mêmes, par exemple nos dispositifs expérimentaux, soit avoir des alternatives qui nous permettent soit de gagner du temps, soit d'être plus performants, soit d'améliorer la compréhension. Et tout ça, c'est aussi l'idée de pouvoir capitaliser sur les données qu'on a disponibles à la fois à l'INERIS, mais aussi à l'extérieur, pour tirer profit de tout ce retour d'expérience pour une meilleure maîtrise des risques. Donc ça va être des choses qui sont en lien directement avec nos activités expérimentales, avec des méthodologies innovantes, de l'aide au traitement des informations qu'on a pendant les essais, alors pas forcément juste pour des modèles, pour obtenir des modèles après, mais aussi pour avoir des analyses, des traitements optimisés, pour qu'on gagne du temps là-dessus, qu'on passe du temps sur les choses les plus importantes dans nos travaux, mais aussi pour avoir des choses plus approfondies et parfois améliorer la connaissance, vous allez le voir plus tard. On a aussi toute une activité autour des modèles, donc avec des modèles prédictifs en substitution de modèles existants, mais aussi des métamodèles qui peuvent être finalement utilisés en combinaison de modèles existants. Et enfin, tout ce qui concerne finalement une utilisation pour aider à avoir des procédés et des substances qui sont plus sûrs à la fin, et donc aider à la formulation, à la substitution, en prenant en compte les risques industriels ou plutôt dans les démarches de développement ou de substitution. Alors, je vais vous présenter quelques exemples d'applications à l'INERIS, en commençant par quelque chose qui est vraiment en lien avec la chimie et qui est la prédiction des dangers des substances. Alors, cette activité, en fait, on l'a démarrée il y a déjà maintenant presque 15 ans, motivée par un contexte réglementaire, en fait, qui est le contexte de REACH. Donc, REACH a été développé à l'échelle européenne et a impliqué une quantité de travaux très importante, puisqu'elle concernait finalement un enregistrement d'énormément de substances dans un calendrier qui était défini et qui était court, et donc qui a encouragé l'utilisation de méthodes alternatives. Alors, quand on parle de méthodes alternatives, on avait là-dedans également la capitalisation des données existantes, on avait le partage de données, et donc parmi ces outils, on a des outils qui peuvent être liés au machine learning et à l'utilisation de ces données, et notamment des modèles qu'on appelle QSAR, QSPR. Alors on en a déjà entendu parler aujourd'hui, donc ça va me simplifier la vie pour la suite. Mais voilà, nous vraiment l'enjeu qu'on voit là-dedans, c'est le fait que, avec de grandes quantités de substances, il est dommage de ne pas exploiter ce genre de méthode pour gagner du temps. Parfois, certains essais sont très coûteux. On a aussi, pour certains essais, notamment certains qui sont réalisés à l'INERIS, la disponibilité des laboratoires d'essai, parce que tout laboratoire d'essai n'est pas forcément disponible pour réaliser tel ou tel essai. Certains peuvent être dangereux, notamment des choses sur des explosifs ou des choses comme ça. Et puis, pour tout ce qui concerne la toxicologie, l'écotoxicologie, la question de l'éthique avec la réduction des essais sur animaux. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est encore très au fait aujourd'hui, avec vraiment une recommandation à utiliser de nouvelles méthodes alternatives en substitution de ces essais. Alors que ce soit des essais in silico, comme je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi des essais in vitro, sur lesquels on travaille aussi à l'INERIS. Donc là, aujourd'hui, je vais me focaliser plutôt sur ce qui concerne des méthodes QSAR, QSPR, et notamment ce qu'on a pu développer dans le cadre de nos travaux sur les dangers physiques, parce que c'est très connu sur la toxicologie, mais on le réalise également sur ce qui concerne les dangers physiques. Donc le principe d'un modèle QSPR, alors je vais aller vite parce qu'on en a déjà parlé finalement à plusieurs reprises au cours de cette conférence, voilà, donc le principe de base, c'est d'appliquer un principe de similarité en estimant, en recherchant une activité biologique dans le cadre de la toxicologie par exemple, ou une propriété expérimentale qui va être plus physico-chimique dans le cadre de dangers physiques, et de se dire que si une molécule a une structure similaire, il est fort probable qu'elle ait une propriété similaire. Et donc tout l'enjeu finalement de cette approche, c'est de trouver des descripteurs qui soient pertinents pour caractériser la structure et que l'on puisse corréler avec la propriété qui nous intéresse. Alors bien entendu, vous l'avez compris depuis le début de la journée, là-dedans les données c'est vraiment le cœur du travail.
avec un besoin de données expérimentales qui soient suffisamment fiables, robustes, obtenues dans des conditions homogènes. Enfin, c'est quelque chose qui est important, nous, dans notre domaine. Et ensuite, on a différents types de descripteurs. Alors, on peut avoir des descripteurs qui sont simples à utiliser, qui vont avoir des modèles très faciles à utiliser, jusqu'à des descripteurs plus compliqués, notamment qui utilisent la chimie quantique, mais qui ont le défaut d'être peut-être plus lourds à utiliser, mais qui peuvent nous apporter une compréhension physico-chimique plus importante. Donc, on a des modèles qui utilisent les différentes approches. Et ensuite, toute la difficulté ensuite du travail, finalement, c'est d'analyser les données pour, finalement, comme ça a été dit précédemment, avoir une base de données qui est suffisamment travaillée pour pouvoir avoir un travail robuste. Et ensuite, chercher des corrélations. Et pour cela, on utilise différents types de machine learning, depuis des régressions linéaires jusqu'à des réseaux de neurones artificiels qui vont être plus complexes, mais qui peuvent nécessiter des quantités de données plus importantes. On a des méthodes qui vont être supervisées ou non supervisées pour obtenir des données qui peuvent être quantitatives ou de la classification selon les besoins et les systèmes que l'on va utiliser, étudier. Donc je vous ai mis quelques exemples de travaux qu'on a menés. Alors un exemple récent qu'on a développé, c'est sur les matières autoréactives. Donc en fait, une matière autoréactive, c'est une famille de substances dont le point commun est qu'elles sont thermiquement instables. Elles sont susceptibles de générer une décomposition exothermique qui peut être fortement exothermique, rapide, et une des particularités, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un apport de l'oxygène de l'air pour que cette décomposition ait lieu. Donc on a différentes familles de composés qu'on retrouve là-dedans, et leurs propriétés dangereuses. Pourquoi on s'intéresse à ces substances? C'est parce qu'elles sont susceptibles de se décomposer de manière explosive, donc ça peut avoir des effets très importants. Elles brûlent rapidement, donc prises dans un feu, elles peuvent amplifier l'incendie. Et elles peuvent avoir une sensibilité au choc ou à la friction qui va générer des accidents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a dans certains cas le fait qu'elles sont aussi susceptibles de réagir dangereusement avec d'autres substances. On parle d'incompatibilité chimique et donc on a une attention particulière. Donc on a une attention particulière sur ces substances qui fait qu'elles ont un classement particulier en cadre de réglementation. Donc par exemple la réglementation au transport ou les réglementations liées à l'étiquetage et à l'emballage des produits qui fait qu'elles ont des contraintes particulières de transport et de stockage et elles ont des logos particuliers, des étiquetages particuliers. Alors jusqu'à présent, donc on a tout un protocole d'essai. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun modèle prédictif qui était existant sur ce type de méthode. C'est pourquoi on s'est intéressé en particulier à ces substances. Et on a travaillé dans le cadre d'un projet européen, en collaboration avec des partenaires européens, pour combler ces manques en fait, de modèles qui seraient très intéressants pour anticiper ce caractère autoréactif. Alors ici, vous avez l'exemple d'un modèle qui a été développé pour la chaleur de décomposition. Alors c'est le premier modèle, à notre connaissance en tout cas, qui a été développé pour cette famille de substances. Et donc il s'intéresse à la chaleur de décomposition. Alors pourquoi? Comme je vous l'ai dit, c'est des substances qui sont thermiquement instables. Et donc cette propriété caractérise la chaleur dégagée lors de la décomposition. Et donc c'est un critère de présélection pour le classement, donc c'est un critère qui permet de se dire déjà est-ce qu'on va engager toute une campagne d'essai pour caractériser le caractère autoréactif de ces substances. C'est pour ça qu'on s'intéresse particulièrement à cette propriété-là, qui est une propriété de criblage et de screening. Et donc on a développé un premier modèle à partir d'une base de données qui a été générée par des essais pour s'assurer qu'on soit vraiment dans des conditions uniformes, réalisées tous au BAM en Allemagne, à l'aide d'échantillons qui ont été fournis par la société Bayer. Et donc, je vais vous épargner tous les détails de développement de modèles, parce que ce qui m'intéressait, c'est vraiment de vous montrer ici ce qu'on est capable de faire avec ce genre d'outils. Mais ici, en fait, on a un modèle qui est relativement simple à la fin. Tout l'enjeu a été finalement plus de sélectionner les paramètres qu'on allait mettre dans le modèle que d'avoir une algorithmique complexe. Et donc là, c'est peut-être le plus complexe là-dedans, c'est l'algorithme génétique qui est utilisé pour choisir les descripteurs qui nous intéressent. Un cadre qui est particulier dans notre cas, c'est que nous, les modèles, on a une ambition qui puisse être utilisée dans un cadre réglementaire. Et donc, comme il a été présenté par Carlo Adamo ce matin, il y a des recommandations qui ont été mises en place à l'OCDE. Alors l'INERIS participe à ce genre de groupe de travail-là pour les mettre en place, de sorte qu'ils puissent être utilisés correctement dans un cadre réglementaire. Donc ça implique des choses au niveau des modèles qu'il faut faire. Alors c'est des choses qui peuvent paraître, par rapport à ce qu'on a présenté ce matin, tout à fait naturelles maintenant. C'est-à-dire qu'on a une validation qui est robuste,
réalisé avec un certain nombre de tests de validation, et en particulier une validation externe. Alors il faut savoir que quand on a commencé à travailler dans le domaine, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant de modèles qui étaient validés de manière externe. Finalement, maintenant, ça devient courant, grâce peut-être à Rich notamment et des recommandations de la sorte. Et une définition du domaine d'applicabilité, parce que comme vous avez pu le noter, ici le nombre d'échantillons n'est pas forcément extrêmement grand, et donc dans ce type de modèle-là, c'est hyper important de bien définir son domaine d'applicabilité. Donc du coup, on a travaillé sur ces choses-là. Juste un petit point particulier aussi, c'est au niveau de ces recommandations, en fait, on travaille avec l'OCDE sur des recommandations qui ne concernent pas seulement la validation d'un modèle, mais aussi la validation d'une prédiction. Parce que dans un cadre finalement réglementaire, ce qu'on va valider, c'est pas forcément le modèle en lui-même, mais le fait qu'il ait été bien utilisé dans son domaine d'applicabilité de manière appropriée. Donc il y a aussi des recommandations qui sont mises en place au niveau de l'OCDE à ce niveau-là, et donc si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder. Un challenge ensuite qui est à étendre, c'est le fait de passer d'un produit pur à un mélange. Alors, comme je vous l'ai montré précédemment, la base d'un modèle QSPR, vraiment le principe de base, c'est de corréler la variation de structure de la molécule. Là, finalement, on a plusieurs molécules, et donc l'enjeu, c'est de voir si on peut extrapoler l'application de cette application de modèle QSAR au mélange. Donc c'est ce qu'on a pu faire sur le point d'éclair. Alors le point d'éclair, pour vous expliquer un peu le principe, le point d'éclair, c'est la propriété qui sert de base au classement des liquides inflammables, et c'est la température à partir de laquelle le liquide va s'enflammer à l'approche d'une flamme pilote dans l'essai. Et donc, en fonction, plus la température sera basse et plus le liquide sera inflammable. Donc ici, on a adapté l'approche en intégrant, en plus de descripteurs, de descripteurs moléculaires, la fraction molaire des différents constituants dans le mélange, et donc ce qui nous donne des descripteurs de mélange sur lesquels on applique ensuite la méthodologie QSAR pour développer des approches. Et finalement, ça a été un succès, puisqu'au final, on a un modèle qui est assez proche des performances qu'on peut attendre de modèles de produits purs, et que l'on utilise, nous, dans le cadre de nos études, pour voir l'influence de concentration, même s'il y a d'autres approches aussi thermodynamiques qui peuvent être utilisées pour ce genre d'approche-là. Mais ça fait partie de la boîte à outils qu'on a maintenant à disposition. Donc en fait, du coup, ces modèles, ils sont intéressants pour nous. Alors comme je le disais, d'un point de vue réglementaire, pour combler des données manquantes. On utilise également des approches prédictives pour obtenir des données qui nous servent à réaliser des études de sécurité des procédés, parce qu'un des intérêts, c'est que on peut faire varier des paramètres avec par exemple ici la concentration de tel ou tel composé. En la faisant varier, on voit si on a une influence sur la sécurité, donc c'est intéressant pour la sécurité des procédés. C'est également très intéressant dans le cadre d'études R&D, dans le développement de substances, dans le développement d'alternatives à des substances existantes, pour prendre en compte le plus en amont possible les dangers, afin de ne pas se retrouver avec une molécule finalement qui vous intéressait, mais qui au final présente des dangers trop tardivement et qui auront des contraintes sur la sécurité. Alors c'est la sécurité, ça peut être du produit chimique, mais aussi dans le cadre de développement de procédés. Et donc les activités qu'on a menées, là je vous ai montré des choses sur ce qui concerne des dangers physiques, mais on a des équipes à l'INRIS qui s'intéressent plus particulièrement à la toxicologie, à l'écotoxicologie. Et comme je le disais depuis le départ, vraiment c'est un outil qui est en complément des outils de modélisation qu'on mène. On a souvent une étude dans laquelle on mêle l'utilisation des modèles prédictifs et l'expérimental dans nos études. Je vais vous montrer un autre cas, un cas d'application justement de ces modèles sur l'aide à la formulation et la substitution qu'on a réalisé dans le cadre d'un projet. Alors déjà, juste pour vous expliquer la manière dont on peut utiliser ces modèles de notre côté pour aider au criblage et au screening. Alors finalement, je pense que les introductions précédentes ont déjà pas mal introduit la chose, mais l'idée c'est qu'une fois qu'on a une base de données importante de substances, on peut introduire ce type de modèle parmi les spécifications que l'on aura pour l'analyse multicritère, notamment en particulier sur les propriétés dangereuses de la toxicité, de sorte qu'à l'aide de prédiction, on puisse obtenir les candidats les plus importants pour aller vers les phases de synthèse et de caractérisation expérimentale. On a aussi réalisé, dans l'exemple que je vais vous montrer après, l'étape suivante, c'est de proposer des molécules qui répondent à des spécifications de la sorte. Et donc dans ce cadre-là, comme ça a été expliqué précédemment, le principe c'est de se baser sur nos modèles et les paramètres générés dans ces modèles
pour générer des bases de molécules virtuelles sur lesquelles on pourra faire ce genre de criblage, par exemple, et arriver plus tard à la sélection de ces substances. Donc l'exemple que je vais vous montrer, ça a été réalisé dans le cadre de projets portés par l'ITE Piver, donc Amphipred et Amphifoam, dont l'objectif était de développer des surfactants biosourcés, l'idée étant de les substituer à des alternatives pétrosourcées existantes utilisées sur le marché. Donc l'idée était d'avoir une preuve de concept de la possibilité de réaliser ce genre de choses-là. Donc ça a été réalisé en collaboration avec différents partenaires, dont l'UTC à Compiègne et le laboratoire des glucides à Amiens pour leurs expériences expérimentales dans le domaine. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été très bien présenté tout à l'heure par Solvay, mais une des caractéristiques de ces substances, c'est qu'on a une tête polaire et une chaîne alkyle qui finalement, assez naturellement, amènent à se poser la question d'utiliser des descripteurs de fragments, donc ce que l'on a fait dans certains modèles. La première étape de ce travail a été déjà de développer des modèles, parce que, comme je vous disais, les modèles ont des domaines d'applicabilité donnés. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu dans les premières étapes du projet, c'est que les modèles existants pour les propriétés d'intérêt qui nous avaient été demandées, finalement, étaient bien applicables aux molécules pétrosourcées, mais sur les surfactants dérivés de sucre qui nous intéressaient en particulier dans le cadre du projet, ils n'avaient pas les mêmes niveaux de performance. Donc du coup, on a redéveloppé des modèles qui avaient pour domaine d'applicabilité justement ce type de surfactants-là, et pour avoir des niveaux de performance plus importants. Donc c'était la première étape, donc vous voyez différents modèles. Et ensuite, on a appliqué une démarche de design in silico, donc pour obtenir des candidats qui pouvaient être de bons candidats pour de futures synthèses et caractérisations. Donc la première étape a été de définir le cahier des charges des substances qu'on allait rechercher. Donc là, étant donné qu'on était dans une démarche de substitution, il y a eu une sélection de quelques cibles à substituer, et donc on s'est basé sur leurs propriétés pour rechercher des molécules qui pouvaient répondre à ces paramètres. Ensuite, on a exploité les fragments moléculaires qu'on a pu développer dans le cadre du développement de nos modèles pour générer une base de données virtuelle de plus de 2000 molécules. Donc on était déjà, rien qu'avec les bases qu'on avait à disposition pour le développement de modèles, on arrivait déjà à plus de 2500, je crois, molécules qui ont pu être générées. Et ensuite, on a réalisé finalement un criblage au sein de cette base de données virtuelle pour identifier des candidats qui étaient pertinents et qui pourraient aller dans une étape suivante à la synthèse et à la caractérisation. Donc là, ici, vous avez un résumé des résultats qu'on a obtenus avec cette approche. Donc en haut, vous avez sur chacune des propriétés, alors je ne vous détaille pas exactement les propriétés, on a la concentration mycéliaire critique, on a par exemple la tension de surface à la CMT qui étaient deux paramètres très importants pour l'étude, et je vais juste insister sur le point de Kraft sur la droite qui correspondait à une température à partir de laquelle disons qu'on voulait des surfactants qui pouvaient être utilisés à température ambiante. Donc le point de Kraft était important, et l'idée c'était est-ce qu'on pouvait ou pas les utiliser à la température ambiante. Ce qui est intéressant de retenir de cette étude, c'est que finalement, avec ce qu'on a pu réaliser, on a obtenu un nombre de candidats bien supérieur à ce qu'on pouvait avoir dans la littérature, parce que la base de données qui est appelée Amphinov correspond au recensement le plus exhaustif possible qu'on pouvait avoir des données de la littérature sur cette famille de surfactants. Donc là, c'est les candidats qu'on a pu recenser qui répondaient à chaque critère du cahier des charges et au critère global. Donc vous voyez que déjà, on a beaucoup de candidats par rapport à ce qu'on a pu obtenir. Et en plus, on a des prédictions sur les molécules qui étaient communes aux deux recherches qui présentaient une très bonne qualité de prédiction par rapport à ce qu'on attendait. Donc là, c'est une démonstration de ce qu'on peut faire avec ce genre d'approche. Nous, le potentiel qu'on y voit, c'est vraiment d'inclure la sécurité dans des développements de ce type, de sorte qu'on puisse avoir des solutions qui soient plus durables et plus sûres dès le design, dans des démarches de safety and sustainable by design. Donc j'en ai fini avec la première présentation. Là, maintenant, je vais vous présenter d'autres cas d'application qui sont réalisés à l'INERIS. Alors, ce n'est pas forcément moi qui réalise ces travaux, mais c'est des choses qui utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning dans d'autres applications à l'INERIS. Et la première, c'est l'identification de contaminants. Alors, c'est très bien, j'ai eu une très bonne introduction juste précédemment
sur l'analyse des spectres, parce qu'on est exactement dans le domaine. Donc en fait, une des activités de l'INERIS concerne l'identification de contaminants dans les milieux, donc en particulier dans les milieux aquatiques, dans les milieux dans l'air. Et donc pour cela, on réalise des prélèvements dans lesquels on va retrouver énormément de substances. Et donc les analyses sont réalisées dans notre laboratoire d'analyse chimique, dans lequel on a différents types d'appareillages. Et là en particulier, l'idée c'était de voir comment on pouvait aider à l'identification des contaminants dans nos analyses LC-MS, donc avec chromatographie liquide couplée à de la spectrométrie de masse à haute résolution. Donc, comme vous voyez à droite, vous avez un graphe qui synthétise un peu la quantité d'entités qu'on identifie finalement à partir de ces analyses. Et vous voyez, c'est énorme, on a des milliers d'entités à caractériser. Et donc, ça fait plus de 20 000 spectres par échantillon. Donc là, quand je parle d'un échantillon, c'est un prélèvement réalisé dans une campagne de prélèvement, sachant qu'on en réalise un certain nombre dans une seule journée de prélèvement. Donc l'idée, c'est comment on peut analyser une aussi grande quantité de données avec nos outils, sachant que jusqu'à présent, on a des outils constructeurs qui existent, qui permettent déjà de faire un écrémage, de traiter, mais l'expérience de l'utilisateur, elle est indispensable pour faire la fin du traitement. Et donc ça prend beaucoup de temps. Les critères de décision qui sont utilisés dans l'outil utilisateur, ils sont fixés, ils sont fermés, et donc on n'a pas la main dessus. En plus, les bases de données qui sont utilisées pour faire les matchings ne sont pas forcément, sont pas illimitées non plus. Ce qui nous amène à la fin à avoir une fiabilité parfois, une reproductibilité puisqu'elle est dépendante de l'opérateur, qui peut être limitée. Un autre intérêt aussi, c'est forcément de gagner du temps, parce que on a le travail entièrement à la main de l'expert qui est obligé de regarder ligne par ligne, vérifier chaque concordance à chaque fois. Et donc c'est un travail long et fastidieux. Et donc l'objectif de ce travail, c'était de chercher à automatiser un minimum ce travail. Donc ça a été réalisé dans le cadre d'un projet empreinte environnementale financé par donc une AMI IA en 2020 et une aide également dans le cadre des projets France Relance 2021. Donc on a eu un partenaire qui nous a aidés pour le développement de la solution. Donc l'enjeu ici, c'était vraiment de pouvoir construire un modèle à partir d'une identification de features particulières au sein des spectres qui nous permettent d'avoir un modèle qui puisse remplacer l'utilisateur pour une partie des identifications, de sorte qu'il n'ait pas à analyser toutes les lignes, mais on garde bien entendu la main pour la vérification humaine sur les cas litigieux. Donc vraiment, on n'était pas sur remplacer complètement, mais faire gagner du temps à l'expert, de sorte qu'il se concentre sur les cas les plus intéressants finalement. Donc là, on a utilisé, donc on avait deux angles d'attaque, un qui était l'extension de la base de connaissances. Donc comme vous voyez, la base constructeur contenait 1200 molécules. L'idée c'était d'inclure des connaissances qu'on avait à l'INERIS et de données qui étaient librement disponibles dans des bases de données ailleurs à l'échelle européenne. Donc on a notamment la base de données MassMank. Donc vous voyez qu'on a multiplié par 4 la base de données. Et en plus, d'utiliser des approches d'intelligence artificielle, de machine learning, différents types d'approches, de sorte qu'on puisse avoir un modèle à la fin qui nous permette d'écrémer au maximum le travail. Et donc, c'est quelque chose qu'on a obtenu de satisfaisant. Donc là, vous avez les gains qu'on a obtenus avec cette approche. Donc d'un côté, vous avez l'outil constructeur qui était à la base basé sur un matching focalisé sur la masse moléculaire et la masse de certains fragments. Les autres paramètres comme l'intensité des fragments, les temps de rétention étant analysés à la main par l'expert jusqu'à présent. Donc là maintenant, l'outil IA fait tout. Et comme vous le voyez sur la gauche, lorsqu'on prend un échantillon, lorsqu'on passe de l'outil constructeur à l'outil IA, finalement, le taux d'analyse déjà est un peu accru lorsqu'on passe avec l'IA. On a plus d'identification avec l'IA et plus certaine. Et en plus, lorsqu'on ajoute une base de données supplémentaire, là, on multiplie par 4 le taux d'identification de substances, dans ce qui est particulièrement intéressant. On a fait un peu pour voir un peu le gain vraiment en pratique de ce que ça nous donnait. Et donc sur l'équivalent d'une journée de prélèvement, ce qui correspond à environ 50 échantillons prélevés, le temps de travail qui était réalisé jusqu'à présent avec l'outil constructeur, il était de 39 jours pour 500 identifications. Là, avec l'outil IA, déjà on divise par plus de 2 le temps d'action et on a un petit gain en identification. L'avantage aussi, c'est qu'en pouvoir importer des bases de données supplémentaires, même si le gain en termes de temps ici sur l'outil qui n'est peut-être pas encore optimisé d'un point de vue logiciel, mais rien que déjà à cette étape-là, on double le taux d'identification, ce qui est vraiment intéressant. Donc on a une meilleure maîtrise de l'identification, une meilleure qualité.
L'outil, il est plus fiable parce qu'en termes de reproductibilité, on y a gagné parce qu'on a moins de sources d'intervention humaine, au moins sur les cas les plus courants. Hein, bien sûr, l'expertise est hyper importante sur les cas litigieux. On peut être plus exhaustif et on est plus rapide en termes d'automatisation. Alors sur la thématique, on a d'autres travaux sur lesquels on travaille aussi. C'est la détermination des sources de polluants dans lequel l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Et également essayer de comprendre quelle contribution en fait, amène à la source de formation de particules, notamment dans les rejets. J'ai mis deux autres applications sur lesquelles je ne m'attarderai pas beaucoup, mais c'était pour montrer d'autres manières d'utiliser l'IA qu'on peut avoir à l'INERIS. Alors le premier concerne la surveillance microsismique. Alors on est plus trop dans la chimie, mais ce qui m'intéressait, pourquoi je voulais vous le montrer, c'est parce qu'ici on est vraiment sur de l'exploitation des signaux, encore une fois pour améliorer la prise de décision. Donc la question qu'on a en fait ici, c'est la surveillance finalement des carrières, des infrastructures souterraines, et le fait qu'on a un risque d'effondrement qui peut avoir un impact finalement sur les gens au-dessus. Et donc on fait une surveillance microsismique avec une veille et une astreinte, avec des ingénieurs d'astreinte qui surveillent ces signaux. Et un des enjeux, c'est de classer ces signaux pour savoir quel type de phénomène on a en face. Donc ce qui va intéresser en particulier nos experts, c'est d'identifier les événements vraiment microsismiques importants. Mais par contre, derrière, le signal qui peut être identifié peut venir de quelque chose de totalement différent, comme un tir de carrière, une activité industrielle, enfin on peut avoir différents types de choses. Donc là, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui a été développé, mais en fait, on s'est basé sur un cas type de mesures qui sont faites sur un site. Alors, des mesures qui sont réalisées à différents endroits, avec une quantité de données dans le temps qui était suffisamment intéressante pour entraîner différents types de réseaux de neurones. Et on a obtenu des résultats qui sont très intéressants, avec plus de 98% de bonne classification de l'outil. Actuellement, il y a des travaux qui sont menés pour étendre en fait, l'application de ce genre d'outils en l'appliquant à d'autres sites. Donc on réentraîne sur les données qu'on peut avoir sur de nouveaux sites. Et on est en train de le mettre en place en version test. Alors pour le moment, on n'est pas avec l'outil ne remplace pas l'expert, mais il est utilisé en parallèle pour encore mieux évaluer sa pertinence et puis pouvoir un peu identifier les zones dans lesquelles on peut lui faire confiance ou pas et quelle marge de manœuvre on prendrait. Une autre application qu'on a aussi, c'est d'exploiter le fait qu'on ait une distribution spatialisée des prélèvements pour mieux identifier et mieux caractériser la localisation du signal qu'on peut avoir et son temps de dispersion dans le sol. L'autre cas d'application que je voulais vous montrer, c'est la question de métamodèles. Donc vraiment substituer des modèles existants par des modèles prédictifs et des modèles basés plus sur du machine learning. Donc en fait, le cas que je vous montre ici, c'est ce qu'on réalise sur des explosions en milieu confiné. Donc vous avez par exemple le type d'essai qu'on réalise en haut à gauche. Là ici, c'est une explosion qui a lieu dans une enceinte sur laquelle on a mis un évent. Et donc, c'est une explosion d'un mélange air-hydrogène. Et vous voyez ici la dispersion de l'explosion à l'extérieur par les vents. Donc, en fait, lorsqu'on réalise ce type d'essai, ce qu'on mesure, c'est des signaux de pression, comme vous le voyez en bas. Et donc, derrière, pour modéliser ce type de phénomène, il existe des modèles phénoménologiques, mais qui sont déjà de principe empirique et qui sont souvent basés sur de nombreux paramètres dont tous ne sont pas faciles d'accès. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des modèles de substitution qui soient plus facilement utilisables, qu'on puisse utiliser lorsqu'on n'a pas forcément toutes les données, ou en screening, enfin voilà. Et donc on a fait une première tentative en se basant sur les données historiques disponibles dans la littérature. Donc là, il y avait plus de 270 essais, enfin autour de 270 essais qui ont été recensés sur les 50 dernières années. Alors ça correspond à différentes configurations d'explosion avec différents types de gaz, comme vous le voyez ici, de l'hydrogène, du méthane, du propane, de l'éthylène. Et l'objectif était de voir si on arrivait à obtenir un modèle basé sur l'intelligence artificielle qui est donc en particulier ici plutôt sur du machine learning, qui permettent d'avoir une réponse satisfaisante en comparaison des modèles phénoménologiques existants. Alors une chose qui a été réalisée ici et qui est intéressante, c'est qu'on a exploité l'incertitude qu'on pouvait avoir sur les données pour générer des données complémentaires afin d'avoir une base de données plus importante. Donc on a fait une augmentation des données. Donc ça nous a donné 27 000 points dans lequel on a pu faire une répartition entre un jeu d'entraînement et un jeu de validation pour pouvoir entraîner correctement le modèle. Donc c'est des modèles par réseau de neurones qui ont été utilisés. Alors sans une optimisation complète de la structure du réseau,
on a déjà des premiers résultats qui sont très intéressants et satisfaisants lorsque les compare avec différents modèles existants en fait. Donc c'est en bas en fait, vous voyez la comparaison. Donc sur la gauche, vous avez par exemple la comparaison entre un signal expérimental et les mesures réalisées en réel, donc c'est relativement satisfaisant. Et en plus, la comparaison de ce qu'on a avec des modèles existants et enfin phénoménologique, on est en complète cohérence. Donc c'est très encourageant et on poursuit les travaux sur ce domaine-là. Dans le domaine de l'IA, on a aussi des choses qui nous intéressent, c'est le traitement des images qu'on peut avoir lors des essais, comme vous avez vu dans l'image précédente, parce que l'idée c'est de voir si on ne peut pas, à partir d'une analyse d'image, en tirer des paramètres qui peuvent utiliser dans les modèles ou dans d'autres cas, notamment sur la dispersion des nuages de poussière, la turbulence et les effets de ces paramètres sur les explosions. Donc j'en ai fini moi avec cette présentation. Voilà, chez nous l'IA c'est vraiment des outils qu'on voit avec un potentiel indéniable, mais vraiment en complément des outils qu'on a jusqu'à présent. Cette démarche, elle s'accompagne actuellement en tout cas d'une vraie volonté de digitalisation des process et des plateformes d'essai. Alors l'idée c'est pas forcément juste pour développer des modèles, mais c'est déjà de disposer d'outils et de méthodes de travail qui soient plus rapides, plus efficaces, pour qu'on puisse se focaliser sur les choses les plus importantes dans nos missions. Ça va nous permettre aussi, avec des outils comme ça, d'optimiser nos campagnes expérimentales, de sorte que on puisse ne réaliser que les essais qui soient vraiment les plus intéressants, notamment lorsqu'on parle d'essais en grand, parce que ça met en place ça met en œuvre de gros process. On a aussi la question, nous, de la sécurité de nos installations, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité industrielle, mais la sécurité de nos personnels est aussi importante, donc se focaliser sur les essais les plus pertinents et en plus les sécuriser, c'est important pour nous. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir capitaliser au mieux toute l'expérience qu'on peut avoir partout. Alors ça concerne des données d'essai, comme je l'ai montré là, mais on a aussi la question du REX, de l'accidentologie qui est existante pour identifier les signaux faibles, enfin toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc, je pense que j'ai dit la plupart des choses sur l'apport de l'IA pour nous. Après, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là, mais il y a aussi des réflexions chez nous sur la question de la sécurité autour des systèmes basés sur l'IA. Donc on a par exemple maintenant des barrières de sécurité, des systèmes de sécurité qui utilisent l'IA. Donc comment on certifie ces systèmes de sorte qu'on puisse les utiliser comme barrières de sécurité, parce qu'on a des niveaux de sécurité importants. Et puis quand on parle de digitalisation, d'intelligence artificielle, on pense tout de suite à la cybersécurité. Donc on a aussi des choses, nous, en lien avec la cybersécurité, dans lesquelles on pourrait avoir des réflexions en lien avec l'IA. Donc je voudrais remercier déjà les quelques personnes, les quelques contributeurs qui m'ont aussi apporté des inputs pour cette présentation, parce que vous vous doutez bien que je ne suis pas expert de tout ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, donc n'hésitez pas, si je n'ai pas de réponse, je pourrais transmettre aussi vos questions à mes collègues. Et je vous remercie à tous pour votre attention.